introduce yourself by yourself to all the guests in this group, and you will start with Asia, the conference in English, and she will interpret in French. Thank you very much, and you are welcome. Thank you very much for the invitation. And anytime if you have any question, you can stop me. And also, if you are interested, we can extend beyond the limit of the time for discussion if you wish. Asia, please. Yes. Thank you. Le professeur Cheng vous remercie de votre aimable invitation. Il vous invite à l'interrompre à tout moment pendant sa conférence. Et si vous le souhaitez, on peut prolonger le temps qui avait été initialement prévu. Okay, I will start because of the time constraint. I'm going to go quickly on some slides and may explain a little bit in detail in some. Anyway, the title we already know. It's my integrative also molecular medicine approach for acute and chronic disease management. Dans certains cas, j'aurai à passer vite sur certaines diapositives et dans d'autres, peut-être que je développerai davantage. Donc, nous allons parler de médecine orthomoléculaire intégrative pour les maladies aiguës et chroniques et la gestion de ces maladies chroniques aiguës. And this is my introduction. I'm going to skip. Cela me concerne, c'est mon CV en quelque sorte. Je vais passer très vite. And briefly, I want to talk about, because we're in the COVID-19, I will talk briefly about COVID-19 characteristics. And we know that majority of SARS-CoV-2 infected people are asymptomatic, or they only develop into mild or moderate diseases. And only a very small percentage, about 0.5% of COVID-19 patients will develop severe or critical diseases. Go ahead. Je vais passer en revue les caractéristiques de la COVID-19. Dans la plupart des patients infectés par le SARS-CoV-2 sont asymptomatiques ou développent des formes modérées de la maladie. Seul un petit pourcentage de cette population de personnes infectées, en l'occurrence 0,5%, développent des symptômes sévères et critiques. Donc, ce n'est pas le virus, c'est une réaction de l'hôte qui détermine l'impact de cette COVID-19. And why is that? I think the one important message I want to bring to talk about in this slide is that it is not the virus, it is the host reaction that mostly determines the severity of COVID-19. Je le disais, ce n'est pas le virus en question, mais c'est la réaction de l'hôte qui va déterminer les formes de la COVID-19. Et on peut s'interroger sur les raisons. Yeah, of course, we know there are virus mutants. However, for the same virus, for the same mutant, people may respond differently. And the point here is that severe and critical COVID-19 patients develop a cytokine storm or oxidative stress. And that is the key that leads to the cellular tissue damage that ultimately kills the patient. Il y a bien sûr le virus, il y a les mutants du virus et les personnes réagissent différemment. Donc, quand on est en présence de patients atteints de COVID-19 de façon sur la forme la plus sévère, la plus critique, eh bien, ça veut dire qu'ils ont développé un orage cytokinique ou un stress oxydatif qui entraîne des dommages cellulaires, qui altèrent donc une altération tissulaire et cellulaire qui finit par tuer le patient. And therefore, I believe the focus of the
pandemic management worldwide, particularly in the United States, has been misplaced or incomplete. It's been mostly on the virus, while it should have been on the host, on the people. Quand on est dans la gestion de la pandémie, cette gestion aurait dû a mal été prise en compte parce qu'en fait, elle se focalise sur le virus alors qu'elle devrait se focaliser sur l'hôte, en d'autres termes, sur les personnes atteintes. Go ahead, the next couple of slides, I'm gonna go quickly just to show that, here we show that key pathologies of severe COVID-19 is the ARDS, acute lung injury. And here is the ARDS and acute lung injury sepsis are non-specific pathologies shared by many viral infections, including COVID-19 and other pathogens. Go back to the previous one. Yeah, go ahead. We're on the previous slide. Oh, I'm sorry. Basic key pathologies of severe COVID-19 are ARDS, acute acute respiratory distress syndrome, and sepsis, and acute lung injury. Alors, la COVID-19 cible particulièrement le système respiratoire, causant des pneumonies qui peuvent se développer des atteintes graves des poumons, donc on prend le sigle ALI, ou des syndromes de stress respiratoire aigu, ARDS. On va garder ces sigles en anglais, si vous le permettez. Please don't. Et donc, aussi bien c'est le syndrome aigu des poumons et le syndrome de stress respiratoire aigu. Could you move to the next slide? Okay, yeah. Mm-hmm. Sont, ainsi que le sepsis, sont des pathologies non spécifiques qui affectent de nombreuses infections virales, y compris l'infection à la COVID-19. And the cytokine storm and oxidative stress is a common reaction to many viral infections. L'orage cytokinique ou le stress oxydatif sont communs à de nombreuses infections virales. And this is oxidative stress cytokine storm can happen not only to viral infections but also medications and other hematopoietic diseases. L'orage cytokine se retrouve dans les infections virales, mais aussi quand on prend certains traitements médicamenteux ou dans les maladies hématopoïétiques. I didn't write here, but also, long-term oxidative stress is observed in practically every chronic diseases as well as aging. On peut être en présence d'un orage cytokine et d'un stress oxydatif quand on a des maladies chroniques ou quand on est en face de patients vieillissants. And I'm going to go quickly. This is cytokine storm in influenza. On a un orage cytokinique aussi dans le cas de l'influenza, de la grippe. Ebola. Dans le cas du virus Ebola. Yellow fever. De la fièvre jaune. Viral encephalitis. L'encéphalomyélite à coronavirus neurotropique. HIV. Le VIH. And here I'm going to talk a little bit the mechanism. Basically, je vais vous parler du mécanisme. Yeah, this is an illustration of COVID-19.
the virus coming to this lung alveolar cell here. Alors, le virus arrive dans les poumons par les alvéoles, It causes cellular damage, cause des dommages cellulaires. and oxidative stress is a critical part and integral part of this cytokine storm. As you see, all these cytokines, inflammatory molecules with these ROS molecules. Le stress oxydatif est partie intégrante de l'orage cytokinique, comme vous pouvez le voir par les petites molécules que le professeur Cheng vous montrait sur l'écran. Yeah. So the message is oxidative stress and the cytokine storm are together. Il faut bien comprendre que les deux marchent ensemble, le stress oxydatif et l'orage cytokinique. And this shows at the cell membrane. The virus attacks our cells, and the cell membrane is mostly lipids, and that's important. Le virus attaque les membranes et la membrane est essentiellement composée de lipides. The cell membrane, because of its high lipid content, it will cause what's known as lipid peroxidation chain reaction. En raison de la forte quantité de l'importance du contenu lipidique, cela crée une réaction en chaîne de peroxydation lipidique. We know oxidative stress can damage DNA, protein, and the lipids. However, the oxidative damage of lipid is unique, and I think it's very critical in the COVID-19 cases. On sait que le stress oxydatif peut affecter l'ADN, les protéines et les lipides, mais vraiment la réaction en chaîne lipidique est unique à la COVID-19. Okay, on this slide, you see the oxidant, as shown here, will attack the double bonds in the membrane lipids. It attacks what? Attacks the double bonds, on the lipid, okay. You have the double bonds there. Okay. And that will make this lipid a free radical, will damage and make the lipid a free radical. Donc, l'oxydant attaque le double lien de la membrane et à ce moment-là, la membrane lipidique devient un radical libre. And this is called initiation. Initiation, I guess. On appelle ici l'initiation. And then this damage the lipid molecule becomes a free radical itself, and it will quickly damage other lipid molecules. La molécule endommagée devient un radical libre. And this is called propagation, and this can happen very fast. Quand la phase dite de propagation peut se dérouler très rapidement. And because on the cell membrane, they are next to each other, so this oxidative reaction can oxidize almost all the molecules, lipid molecules on a cell membrane and also the neighboring cells. Comme les membranes cellulaires sont très proches les unes des autres, le processus d'oxydation se fait, gagne en terrain et gagne donc toutes les molécules.
until this oxidative reaction is stopped by vitamin E, the antioxidant. Si l'on veut stopper ce processus d'oxydation, on fait intervenir la vitamine E, qui est un antioxydant. Or until it runs out of molecules to oxidize. Pardon? Oh, and or until it oxidizes all the lipids in the neighborhood, in that area. En termes à l'oxydation de toutes les cellules proches du premier foyer. Now, vitamin E is a lipid-soluble antioxidant. So it is on the cell membrane. Therefore, that's why vitamin E is the first one of this antioxidant system. La vitamine E est un antioxydant liquide et c'est la raison pour laquelle elle est le premier des antioxydants. Now, we know vitamin E, once oxidized, it needs to be reduced by vitamin C. And vitamin C, once oxidized, it needs to be reduced by glutathione. And this works like a cogwheel. It's in the system. It's in a cascade. I didn't get that. Huh? You said, could you repeat that? I didn't get it. Okay. So the oxidized vitamin E needs to be reduced for the vitamin E to go back to work. Pour réduire le nombre de vitamines E oxydées pour qu'elle puisse jouer son rôle initial. And so vitamin E needs vitamin C. And vitamin C, vitamine E a besoin de la vitamine C. Yeah, vitamin C needs glutathione. What? Vitamin C needs glutathione to reduce it. As you see, this is a cascade. It's a system. Donc, c'est tout un système qui se met en place. La vitamine E dépend de la vitamine C pour que le système fonctionne et que le phénomène de désoxydation se fasse. So this is another illustration of these various antioxidants working together to complete their jobs. Alors ici sur l'écran, vous voyez tous les antioxydants qui fonctionnent ensemble et c'est ensemble qu'ils peuvent obtenir des résultats. As you should see here, vitamin E is here. This is vitamin C. This is lipoic acid, CoQ10, and glutathione. We need all these antioxidant nutrients to work together. Besoin que tous les nutriments fonctionnent ensemble, la vitamine E, la vitamine C, le glutathion, pour que cette réaction en cascade se fasse. So this is a important concept of what I call integrative. And the current vitamin C protocols may be incomplete and not optimal for severe and critical COVID-19 cases because vitamin C alone, when you correct vitamin C, there may be deficiencies of other antioxidant nutrients. And those other deficient nutrients may become rate-limiting steps. Donc, ce que je peux dire en matière de protocole de la thérapie antioxydant dans des cas de COVID-19 sévères, c'est que les protocoles existants qui s'appuient sur la vitamine C risquent de ne pas être suffisants ou avoir un niveau optimal de performance dans des cas sévères et critiques parce que il y a d'autres déficiences en nutriments dont qu'il faut prendre en compte. And so chronic disease patients and elderly
they already are high in oxidative stress. Donc, les patients qui souffrent de maladies chroniques et les patients âgés sont affectés par un stress oxydatif élevé. And that is the result of their unhealthy lifestyle and the poor diets. So these people, they already have probably too many toxins or oxidants in their body. They are already nutritionally deficient in various nutrients and including antioxidants. Therefore, they are already high in oxidative stress. Donc, ces patients sont dans cette situation parce qu'ils ont une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation, ils sont déficients en antioxydants et donc ceci a pour résultante un stress oxydatif. And that, to me, also explains why those are the people who tend to develop a more severe COVID-19 diseases and higher mortality rates. Ça explique le niveau de sévérité de leur affectation en COVID-19 et aussi ceci explique le niveau de mortalité beaucoup plus élevé dans ces patients qui souffrent donc de maladies chroniques et d'un âge certain. And here is just a slight study to show that the seed oil, because they have been telling people to eat, unsaturated fats, the PUFA, polyunsaturated fats. So we know this is a study that shows that linoleic acid, which is a major omega-6 fat in seed oil, and the content has increased over the past couple of decades significantly. On a noté aussi l'augmentation du recours aux graisses polyinsaturées et en particulier des oméga 6. And we know these highly unsaturated fatty acids, when they get into our cell membranes, that will set the people, basically make them more vulnerable to free radical attack. Donc, ces graisses polyinsaturées attaquent les cellules et donc rendent les patients plus vulnérables aux radicaux libres. And this is, in my view, is also supported by many authors. Here are a few examples. Antioxidant therapy is known to improve the levels of natural antioxidant and strengthen immune response. As first one here. Il y a de nombreuses recherches qui ont abouti aux conclusions suivantes. C'est que la thérapie antioxydante améliore les niveaux d'antioxydants naturels et renforce la réponse immunitaire. And physiological changes in SARS-CoV-2 that can enhance the production of reactive oxygen species could be reduced, ameliorated by the free radical scavengers or antioxidants. Donc, des changements physiologiques dans le SARS-CoV-2 qui renforcent la production d'espèces d'oxygène réactifs peuvent être améliorés par des antiradicalaires et donc ça améliore la situation. And oxidative stress and ongoing pathogenesis in SARS-CoV-2 are almost certainly linked, and I believe so too. On peut dire avec assurance qu'il y a un lien certain entre le stress oxydatif et la pathogénèse en cours dans le SARS-CoV. Yeah, and we published as early as this was March 2020 last year,
I published a paper on high-dose vitamin C and antioxidants for COVID-19. En mars 2020, j'ai publié un papier sur le recours à des doses de vitamine C en intraveineuse, des doses très élevées et appliquées de façon précoce pour prévenir et traiter le coronavirus. And here is a summary of vitamin C update. Dr. Paul Anderson updated on COVID-19 in his recent article in Journal of also Molecular Medicine. And here, let me just summarize that vitamin C has been shown by various groups to be effective to improve the outcome of patients, COVID-19 patients. Je vais vous faire une mise à jour en ce qui concerne la vitamine C. Le professeur Paul Anderson, le docteur Paul Anderson a fait lui-même une mise à jour dans un article qu'il a publié dans le journal de médecine sur l'effet de la vitamine C dans des cas de Covid-19. Ce que je peux vous dire, c'est que la vitamine C, on a démontré qu'elle avait un impact certain sur l'état des patients à qui on l'administrait. And also there's a Dr. Michael Passwater summarized vitamin C on the also Molecular Medicine News Service, which is highlighted here. Il y a également un papier qui a été publié par le docteur Passwater sur encore l'utilisation de la vitamine C dans un service d'information médicale ou MNS. And we also, I also published this paper, protected population immunity, which includes vitamin C and other antioxidants. This was in November of last year, 2020. Et en novembre de l'année dernière, ce papier que vous pouvez voir à l'écran, qui porte sur le rôle de la vitamine C et des antioxydants. I'm going to skip here a few slides, and this is well, I'm going to skip this probably, but anyway, this is a paper we published last year, highlighting the problems of conventional medicine in the management of COVID-19. C'est un autre papier qui a été publié l'année dernière pour montrer qu'on ne pouvait pas procéder, que l'on ne pouvait pas s'appuyer sur la médecine conventionnelle pour s'attaquer à la COVID-19. I want to mention here that these papers were actually actively discussed at the board of also Molecular Medicine board, including Dr. Bali. And I intended to have these papers published as group effort, but due to the time constraint and the chief of the board advised we just go ahead and publish as just myself, rather than having a consensus by the board, which takes time. So I would like to again thank Dr. Bali for his tremendous contribution to the ongoing discussion and publication of these papers throughout the year and over the past year or longer. You're welcome. Je voulais signaler ici que tous les papiers que je viens de mentionner sont le produit d'un travail de groupe, et au nombre de ce groupe, je veux mentionner le docteur Barli, mais compte tenu du fait qu'il faut
faire une publication qui se réfère à un travail de groupe, il faut l'aval du conseil d'administration de la société de médecine orthomoléculaire, et donc ceci prend du temps. Et finalement, c'est pour cela que les papiers sont publiés en mon nom seul, alors que c'est en fait un travail de groupe. L'objectif étant de publier le plus rapidement possible sans être tributaire des retards pour l'approbation par le Conseil. And here, let me just summarize use of this patient. This is a young lady. Actually, she's my daughter. We have used this integrative approach to treat quite a few patients, but this highlights the recipe that we use, and as Dr. Bali knows very well as well, is that we use high-dose vitamin C, including vitamin D, zinc, quercetin, magnesium, hydrogen peroxide, nebulization, and also I use a particular thing called the total cell nutrients that includes antioxidants and mitochondrial nutrients and energy metabolism nutrients, because that's what I believe. I mean, a lot of these patients, maybe I'm talking too much, need all these things to function well. Pour illustrer l'approche adoptée par la médecine intégrative, je vais vous parler du cas de cette patiente qui n'est personne d'autre que ma propre fille, qui a été atteinte de la Covid. Et ici, je vous énonce le traitement que je lui ai administré. Donc, de la vitamine C, répartie en plusieurs doses, de la vitamine D, du zinc, de la quercétine, du glycinate de magnésium. J'ai également ajouté des nutriments, je ne sais pas, Totocell, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, et qui incluent des antioxydants, des nutriments mytho, ainsi que des nutriments qui sont énergisants au niveau du métabolisme. And so she was tested positive for COVID-19, and in 2 days she developed symptoms of congestion. Donc, elle a développé des symptômes positifs de la COVID-19, et au bout de 2 jours, elle commence à être très congestionnée. So I asked her to take all these, and she recovered in like 2 days. Je lui ai demandé de suivre assidûment toute cette prescription, et elle a récupéré au bout de 2 jours. And because of the time, I'm not going to go over the too detail on the other patients. But I like to also, I'm pretty sure Dr. Bali has already introduced this to all of you, but this hydrogen peroxide is also another powerful weapon in our toolbox against viral infection. Tout à fait. Je vous projette cette diapositive. Je suis sûre que le docteur Barli a dû vous parler de cet ouvrage publié par le professeur Thomas Lévy, où il est question d'ajouter à notre boîte à outils le peroxyde d'hydrogène, et donc sous la forme d'une thérapie par nébulisation. Oui. We received Professor Thomas Lévy in Zoom conference in this. Oh, okay, good. So I'm not going to talk too much about it. And I've been using it, for various patients, quite a few patients, quite effective. Yes. À utiliser en particulier la nébulisation de peroxyde d'hydrogène moi-même sur un certain nombre de mes patients. Yeah. So to me, anything that may be effective and it's safe and it's inexpensive, we should use it. Donc, c'est une médecine simple
efficace, peu onéreuse, et je ne comprends pas pourquoi on n'y a pas recours. So I have a few more minutes, and I'm going to talk a little bit about chronic diseases. And I believe the same thing here is the increased oxidative stress. It's the root cause of all diseases. Pour les quelques minutes qui me restent, je vais encore rappeler que c'est le stress oxydatif accru qui est à la racine même, la cause fondamentale de toutes les maladies. We all know the factors here in the yellow can cause the elevation of ROS, including virus, metabolism, smoking, radiation, pollution. Nous savons que ce sont tous ces facteurs en jaune qui vont affecter les espèces d'oxygène réactif ROS, donc qu'il s'agisse de la pollution, de la cigarette, des effets des radiations, d'alimentation transformée, de virus, ils ont tous en commun ce stress oxydatif. And these, the total foods, the antioxidants, and vitamins, and antioxidant enzymes, these will reduce the basically antioxidants. They will reduce the ROS. Les antioxydants qui sont en bleu vont réduire les espèces réactives à l'oxygène, comme par exemple la nourriture non transformée, les vitamines, les antioxydases et les flavonoïdes. And so the elevated, increased ROS, we know ROS is important. We need that for our cell regulation. But when it's elevated, it can cause damage to DNA, to protein and lipids. We already talked about it. Nous avons besoin de ces espèces réactives à l'oxygène, mais quand leur niveau est très élevé, eh bien, ça cause des dommages à notre ADN, à nos membranes lipidiques, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça peut causer également des dommages, affecter les protéines. And when the damages are too much, they can cause apoptosis, necrosis, and even cancer, carcinogenesis. Les dommages sont très graves, eh bien, on peut être dans des situations d'aptose, de nécrose et même donc de ces cellules cancérigènes. Here I want to add, actually all cell reactions at the biochemical level involve electron transfers. So all toxins actually are oxidants. Les toxines sont des oxydants parce que nous savons que les réactions au niveau des cellules entraînent des transferts d'électrons. And, I don't have, anyway. So here I'm going to show you a few cases. And using the integrative also molecular medicine approach, we reversed a coronary artery disease patient in a 69-year-old man. 62. Sorry, please. What did you say? CAD is what? Coronary artery disease, heart disease. Heart disease, okay. Arteries, okay. Yeah, artery, yeah. Donc, je vais vous évoquer certains cas cliniques où nous avons eu recours à la médecine intégrative qui nous permet d'améliorer, d'inverser le cours de la maladie, par exemple, quand on est en présence de patients souffrant dont les artères coronariennes sont affectées. And this is a 62-year-old man with a history of symptomatic coronary artery heart disease and with angina pectoris. He would require nitroglycerin to relieve the pain. C'est le cas d'un patient de 62 ans, un homme qui souffrait donc
d'artère coronarienne avec une angine de poitrine et les douleurs étaient telles qu'il fallait utiliser de la nitroglycérine. And in August of 2020, which is like 10 months ago, he did a CT angiography. CTA. What is this? I don't know what that is. CT is, computer, CT, X-ray. X-ray, yes. Computerized tomography, CT. Is that same thing in French? So he got his CTA in August, and then what happened? Oh yes, okay. In CTA, his left anterior descending coronary artery (LAD) showed in the proximal segment showed 25 to 49% stenosis. Bon, alors on a procédé à ce que je pense être une radio, je ne sais pas si le professeur Barley peut m'aider, et qui a démontré les résultats suivants, avec entre 25 et 49% pour la sténose, et pour le segment intermédiaire, entre 50 et 69% de sténose. Good, you already translated the second part. Tout à fait. And, yes. Yeah. C'est juste? Oui. Yes. Okay. And so I prescribed the l'image radio par scanner. Yes. Oui. Très bien, merci. Yeah. And so I advised him to go on low carb ketogenic diet and appropriate exercise, not to induce chest pain, but I wanted him to be able to do, sweating, and high dose vitamin C, 10,000 milligram daily in divided doses, and also vitamin D, antioxidants, magnesium, micronutrients in this package of total cell nutrients. Donc, j'ai recommandé à ce patient, j'ai prescrit une thérapie intégrative sur une période de 8 mois avec un régime alimentaire faible en hydrates de carbone et kétogénique. Je lui ai recommandé également de faire des exercices pas jusqu'au point d'entraîner des douleurs dans la poitrine, mais suffisamment pour commencer à transpirer. Je lui ai administré de la vitamine C en dose très élevée à raison de 10 000 mg par jour en dose répartie sur la journée, de la vitamine D à raison de 5000 unités, du magnésium, des antioxydants, des nutriments vitaux. Et puis, on a procédé. So we moved to the CTA? Yes, and in April, his same CTA in the same hospital showed that the proximal segment, it was 25 to 49%, and now it's 0, non-detected. And the midsection from 50 to 69% down to 1 to 24% stenosis. Donc, le 9 avril, on a encore utilisé un angiogramme pour voir une partie de ces artères coronaires et on a vu qu'on était passé d'un taux d'affectation de 25 à 49% à 0, aucune sténose détectée. Un autre angiogramme pour la section intermédiaire de l'artère coronaire et on a vu qu'on était passé de 50, précédemment c'était entre 50 et 69%, et on est tombé de 1 à 20, à une sténose de 1 à 24%. Merci. Yeah. Thank you. And thank you. And this is another patient of a 60-year-old man, and also CT in August of 2020 showed carotid stenosis, the carotid artery in the neck. Stenosis also showed fatty liver, and there was cholecystitis, gallbladder wall thickening, and the rough.
chronic inflammation. Là, c'est le cas d'un autre patient, un homme âgé de 60 ans. Là encore, on a pratiqué un angioscan qui a révélé une sténose de la carotide. On s'est aperçu qu'il avait un foie très gras et une cholocystite où les parois de la vessie étaient très épaisses et rugueuses. And we also took a similar approach, what I just described here as the integrative protocol. And we repeated the CT in January and April this year and showed that no more carotid stenosis, non-detectable fatty liver, or gallbladder thickenings. Et toujours en utilisant l'approche de protocole intégratif, on a répété l'angioscan en janvier et en avril, et on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de sténose de la carotide, plus de foie surchargé par de la graisse ou des pathologies sur sa vessie. I just chose these cases due to time to show because cardiovascular disease is of particular interest, and to show the nature of these diseases according to the literature, in my opinion, is due to inflammation or oxidative stress. J'ai choisi seulement ces deux cas compte tenu du temps qui m'est imparti parce que je trouve ces cas intéressants en termes de maladies cardiovasculaires pour montrer l'effet du stress oxydatif sur les patients. I show you some two different cases here, then we'll be done. This is a vitiligo. You see here on this man's left forehead, white patch here. And this was in July of 2018. And after similar approach, 1 year later, July of 2019, as you should see here on the right side, the white patch, the vitiligo, significantly decreased. Maintenant, j'ai le cas d'un patient de 67 ans, donc, qui est un de mes amis et qui souffrait d'un vitiligo. Quand j'ai noté les plaques blanches quand il est venu à ma première consultation en juillet 2018, et après que je lui ai prescrit un protocole intégratif, une année plus tard, on peut voir les améliorations sensibles sur la photo de droite. And I'm showing you here another man, 55-year-old, and he is a small pharmaceutical company CEO, and he has been suffering from psoriasis, as is shown here, for a couple of years, very irritating. And after taking our integrative protocol for just 2-3 months, it just disappeared. C'est le cas d'un patient de 55 ans qui est PDG d'une petite compagnie pharmaceutique et qui souffrait depuis plusieurs années de psoriasis. Et après lui avoir prescrit le protocole intégratif, il a suffi de quelques semaines pour que l'irritation disparaisse. And those two cases I want to show you, actually already done this. These are autoimmune diseases. We have quite a few autoimmune skin diseases because I love these diseases because a picture is worth 1,000 words. And when you show the patients these pictures, it's very easy to convince them of our also molecular medicine approach. Je garde précieusement ces cas et je les présente aux patients parce que ça les permet de les convaincre quant au bien fondé de la médecine intégrative. And none of these diseases I showed you, we have a lot more others. We used any prescription drugs. We used lifestyle approach and nutrients.
pour les maladies que je viens d'évoquer, comme d'autres, en fait, ce n'est pas systématiquement une prescription médicamenteuse que j'offre, mais plutôt des conseils en termes d'hygiène de vie et en termes de consommation de nutriments. I'm going to skip that. And this is another illustration of oxidative stress. And here on the orange top are the causes of oxidative stress, and that can cause these lipid, DNA, and protein damages, and that can ultimately result in all these chronic diseases. Ici, sur cette diapo, vous voyez l'impact du stress oxydatif accru qui est à la base de toutes les maladies. En orange, vous avez tous les cas particuliers et les dommages que le stress oxydatif cause sur aussi bien les membranes, l'ADN, les protéines, et résulte en violet sur toute une série de maladies chroniques et neurodégénératives. And so, in summary, when we approach health and diseases, we need to take this integrative view and natural view, and also harmonious or balanced views. Quand on parle de santé et de maladie, il faut avoir à l'esprit d'adopter une approche intégrative, naturelle et équilibrée. And thank you very much. I think that I will summarize here, and I will finish here. And thank you again, Dr. Ilya Barli, for your invitation and for the audience and for your regular support at the ISOM and the OMS board. And together, I believe we can return true medicine to humanity. And if you have any questions that I can answer. Pour conclure, Dr. Ilyes Barli, j'aimerais vous remercier de votre aimable invitation et pour votre soutien constant au niveau du Conseil de l'ISOM et de l'OMS. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons rendre la vraie médecine à l'humanité. Je suis à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup. Thank you very much, Dr. Richard Cheng. You have my support, and I know that I have your support. So yes, you do. Go ahead. Donc, bienvenue pour les questions. Il y a Dr. Leila Benazza qui désire poser une question. Donc, on lui donne la parole. S'il y a d'autres, ils auront droit à la parole. Welcome to the question of Dr. Leila Benazza. The microphone is open, I think. Is it okay? I don't hear anything. C'est bon, le micro est activé, Dr. Benazza. Elle ne l'a pas réactivé. Apparemment, problème de connexion, elle dit. OK, je vais reprendre sa question. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut éliminer les effets secondaires du vaccin avec la médecine intégrative? Dr. Benazza's question is to you, Dr. Cheng, is can we eliminate vaccine side effects with integrative medicine? Yes, actually, I had slides in my original talk, but because of the time and I removed them. Yes, I believe
the side effects from vaccines are also due to oxidative stress. So I have been recommending people, first of all, let me just tell you first of all, I will avoid the vaccines because I don't think they are necessary. But if I have to, what I recommend is to take high dose of antioxidants before taking the vaccine, and also at least a month after taking the vaccines to reduce the potential oxidative damages or cytokine storm induced by the vaccine. Yes, I am pretty certain. Est-ce qu'on peut éliminer les effets secondaires de la vaccination par la médecine intégrative? Le docteur Cheng répond par l'affirmative, absolument, parce que les effets secondaires de la vaccination peuvent, entre autres, peuvent être le stress oxydatif. Pour moi, le vaccin n'est pas nécessaire. Mais si vous décidez de vous vacciner, je vous recommanderais en amont de la vaccination d'augmenter le recours à des antioxydants et aussi après le vaccin pour éliminer un possible stress oxydatif ou un orage cytokinique. I want to add something here. I think vaccine side effects, there are at least two parts of it. One is the immediate side effects that people talk about, but actually there's another long-term, the potential side effects down the road, such as autoimmune diseases. And those are really concerning. And I think early on, if you use high dose antioxidants, we probably should be able to minimize those near and long-term side effects. Comme vous le savez, au titre des effets secondaires de la vaccination, c'est les effets immédiats dont vous êtes familier, mais ce qu'on connaît moins, ce sont les effets à long terme. Et parmi ces effets, je peux mentionner des maladies auto-immunes. Donc, la meilleure façon de se prémunir, c'est, comme je vous le disais, en amont de la vaccination et après la vaccination, un recours massif aux antioxydants. Il y a une question du docteur du docteur Brahimi. Donc, on donne la parole au docteur Brahimi. Voilà. Est-ce que le micro... Oui, bonjour. Voilà, je voulais savoir pour la dose de vitamine D, est-ce que 5000 unités par jour suffisent? Et il faut dire que Dr Ilyas Barli utilise un minimum de 50 000 unités. Exactement. Voilà. Pour le mettre dans l'image. Voilà, exactement. Dr. Brahimi is asking you a question. Mm-hmm. Do you think that for vitamin D, 5,000 units a day is enough? And No. Dr. Barley was saying that in his case, he uses 50,000 units a day. Yes, actually, I agree. Actually, the 5,000 is minimum, and but particularly during winter seasons, or if you are infected with these, I would go with agree with Dr. Barley. Actually, I think Dr. Barley got my email. We are organizing a conference in November, and some people are using as high as like 50,000 units a day, or even 300,000 units a day. And I mean, what I listed actually has been on the low side because you know, in the United States, it's sensitive particularly when you use very high doses, as you understand. Oui, je conviens avec vous que 5000 unités par jour, c'est vraiment la dose minimale. Mais aux États-Unis, on fait très attention parce que tout ce qui touche aux questions de santé
toutes ces questions sont suivies attentivement. Sensible. Mais je suis tout à fait d'accord pour le dosage prescrit par le docteur Barlier, en l'occurrence 50 000 unités. Et d'ailleurs, j'ai adressé au docteur Barlier un courriel pour lui annoncer la tenue d'une conférence en novembre où on parlera entre autres de l'administration de doses de vitamine D, et on peut aller de 50 000 à 300 000 unités. Yeah, even those dosages are listed here today have been censored by the major media in the United States a couple of times. So I don't really publicly talk about dosage too much these days. Je fais très attention dans ce que je dis parce qu'il y a une forme de censure violente sur ce que je dis en ce qui concerne l'administration d'unités de vitamine D. Aux États-Unis, oui. Mais in Algeria, it's a nation who promotes orthomolecular medicine. I have some cases where I give 400,000 unity a day, and I have a very good result for emergency, like coma, on dit coma, and very interesting. In 6 days, we have a very good results. Dr. Bali, may I ask you a question then? Do you use these high doses of vitamin D in almost any difficult cases or selected cases? We use it also in hospital, and we add with it magnesium and vitamin B6, and also, of course, vitamin C. And we use ionogram to test potassium and the sodium to have a good ionogram, and all is okay for emergency. And we use it in different public hospital, and the health ministry give me the possibility to do a Zoom conference to 10,000 doctors in Algeria, and we share this, and it's very now it's very usual. Algeria sounded to me is the most advanced country in the world. Do you need doctors? I need to migrate to Algeria. So welcome. La médecine algérienne semble très en avance, Dr. Barli. Ouais. Yes, very advanced. Yeah. And we are grateful. Yes. Yeah. Est-ce que je pose les questions écrites ou vous les posez vous-même, docteur Barli? Non, oui, Sabrina, vous pouvez y aller pour que je puisse. D'accord. Donc, Assia, la première question, s'il vous plaît. Les malades qui présentent des complications post-Covid, peut-on utiliser le même protocole pour minimiser ces complications? Quel protocole? Le même protocole que quoi? Pour les malades qui présentent des complications post-Covid, peut-on utiliser le même protocole pour minimiser ces complications? Le protocole dont il a parlé sur… oui, intégratif, d'accord. For Dr. Cheng, for patients who suffer from post-COVID complication, can we use the same protocol as the one you mentioned, the integrative one? Yes, and also increase the doses. Increase doses, higher doses, yes. Absolument. On suit le même protocole et on accroît les doses. Sabrina. D'accord, merci. Merci. Une deuxième question. Pour les cas cliniques cités en fin de cette conférence, le protocole utilisé par Dr. Cheng était le même ou bien adapté selon chaque pathologie? C'est les mêmes éléments avec les mêmes dosages ou ça change d'un cas à un autre? Dr. Cheng, you presented a number of clinical cases. Yes. The participant wants to know whether you use the same identical protocol or you adjust it in accordance to the various pathologies. I individualize, yes, we adjust. And we use a similar approach, but we vary according to every individual because not everybody is the same, and everybody tolerates diet, and
nutrients a little bit differently, but we use a similar approach. And as Dr. Bali knows very well, sometimes some patients will use higher doses of vitamin D, and some patients will uses higher doses of niacin and other What is niacin? Vitamin B3, niacin. OK. Niacin. Donc, effectivement, le docteur répond que on suit la même approche, mais on individualise en fonction du profil du patient, de son niveau de tolérance, et à ce moment-là, on utilisera toute une sélection de nutriments, on variera les doses de vitamine D, on aura recours à la vitamine B3, entre autres. Merci. Yeah. Une autre question, toujours pour le post-Covid. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire à part augmenter les doses pour réparer les dégâts cellulaires causés par le Covid? Talking about post-COVID, apart from increasing the doses, which protocol should we use to address cell damages? Cell damages. Well, actually, I was going to say we didn't have much time to talk about the lifestyle today, and cutting down processed foods, particularly omega-6 oil, and that will particularly help us. And for cell damages, we need to realize that again, the same thing. Some damages are reversible. All damages, they go through a reversible to irreversible stage, particularly the nerve damages. And so that's why I've been promoting, we don't wait until late. You want to use high dose and early. You want to prevent irreversible damages to happen, because once a cell is dead, you cannot raise the dead. Effectivement, nous n'avons pas eu le temps de développer sur la question des dommages cellulaires. En fait, la façon de procéder, c'est d'adopter une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, d'éliminer entre autres les aliments transformés, d'éliminer les oméga-6, parce qu'on doit comprendre que si les cellules sont atteintes, si une cellule est morte, eh bien, il n'y a plus rien à faire. Et donc, il faut pouvoir traiter le mal le plus rapidement possible, donc une prise en charge précoce et des doses élevées pour que l'on puisse, par exemple, avoir des dommages réversibles dans certains cas, parce que si l'on attend trop tard, à ce moment-là, vous êtes dans une situation où les nerfs sont atteints et que donc les dommages sont irréversibles. Donc, mon conseil, c'est n'attendez pas. Excellent, merci. Il nous reste 3 questions. Est-ce que nous avons le temps pour les poser? We have 3 questions. Do you want to take them, Professor Chang? Yes, please. Yeah, please. Je vous en prie. Thank you. D'accord, merci. Donc, la première, merci de préciser les moyens utilisés en médecine intégrative dans les coronopathies cardiaques. C'est la question? Vous avez fini avec la question, Sabrina? Oui. Je la repose? Quels sont les moyens utilisés dans les cas de coronopathie cardiaque? Oui, c'est la question, oui. Dr. Chang, the question is, with your toolkits, what are the means that you use to address cardiac coronopathy pathologies? Oh, coronary artery disease?
Yes. Heart disease? Yes. Okay. Coronary, the fundamental pathology of heart disease is still inflammation, or in other words, oxidative stress we're talking about today. And so the approach to that, what I do is we need to restrict the influx of various oxidants, the toxins. And by doing that, usually what we do is by eating healthy, limit these oxidants, high inflammatory foods. And that's one part. The second part is the oxidants in our body, the toxins. We need to somehow remove them. And I'm sure Dr. Elias Barkley has been talking about the detoxification, remove those toxins. And now this is a long story because a major part of it we know is the vitamin C and the collagen. So we use, like I mentioned, we use high dose vitamin C, magnesium, and vitamin K2, other antioxidants, and some of the special amino acids like lysine, proline. These things are able to help to slow down or even maybe able to reverse the heart disease, the coronary pathology. Alors, pour répondre à vos questions, à votre question, la première démarche, c'est s'informer. Et donc, pendant le cours de ma conférence, j'ai beaucoup parlé du stress oxydatif. Et donc, il s'agit de voir comment lutter contre celui-ci. Donc, cela veut dire qu'il faut restreindre l'absorption d'oxydants, de toxines. En d'autres termes, il faut apprendre à manger sainement, éviter tous les aliments qui peuvent être source d'inflammation. Ensuite, la deuxième phase, c'est de voir comment vous allez débarrasser votre organisme des toxines. Comme le docteur Barkley vous le dira, il faut passer par un régime de désintoxication. Et cela, ça prend du temps, n'est-ce pas? Et puis, le passage obligé, c'est le recours en grande quantité de la vitamine C, du magnésium, du K2, d'antioxydants, d'aminoacides qui vont permettre de ralentir, voire de même faire un retour à la normale par rapport à ces coronopathies. Merci. Merci beaucoup. Pouvez-vous, s'il vous plaît, détailler le protocole pour le vitiligo et est-ce que le traitement pour le vitiligo sera ponctuel ou indéterminé dans le temps? Vous voulez dire par rapport aux patients? J'ai pas entendu. Quand vous dites oui? que ce protocole devra être individuel, vous voulez dire en fonction des patients? Non, j'ai pas dit individuel, j'ai dit est-ce qu'il sera ponctuel ou indéterminé dans le temps? Pardon, j'avais pas compris, j'avais compris individuel. Donc, oui, indéterminé dans je vais le temps. reprendre. C'est clair. C'est clair. Merci beaucoup. D'accord. Okay, merci à vous. This question is about, you mentioned that case with vitiligo. Mm-hmm. And the protocol that you're going to apply for your patients, is it to be on a timely basis or is it going to be over a long period of time? Actually, an ad hoc approach or over a long period of time? I think to answer that question, primarily because vitiligo is also a oxidative stress disease and autoimmune disease. And so by changing the lifestyle, so what we do is in a couple of months,
we use these, nutrients or these things, helping the vitiligo, the white patches to disappear. And like in other chronic diseases, we help patients to live a healthier lifestyle, helping them to recognize the importance of lifestyle, toxins, and nutrition. Then they can live a healthy lifestyle in the future and not to let these things to come back, to return. Vous savez que le vitiligo est le résultat d'un stress oxydatif et que c'est une maladie auto-immune. Donc, la façon dont nous nous attaquons au vitiligo, c'est là encore une question d'hygiène de vie. Et c'est seulement cette bonne hygiène de vie qui passe par des antioxydants, qui passe par une bonne nutrition, qui, au bout de 2 mois, nous permettra de voir la disparition des taches blanches causées par le vitiligo. Très intéressant, oui, merci. Est-ce que les restrictions alimentaires, notamment produits laitiers, sont strictes avec les doses de vitamine D indiquées ou non? When you prescribe vitamin D, Dr. Chang, do you take into account food allergies, for example, dairy produce, and do you have to get rid of them or not consume them? Or for vitamin D, actually, that's a good question. Vitamin D, we advise. Oh, another thing is we advise people do not take calcium supplements and avoid high calcium foods like dairy and milk, or don't consume too much. Votre question est très pertinente parce que quand on prescrit de la vitamine D, on doit s'abstenir de consommer du calcium et donc soit sous forme de cachet ou d'utiliser de façon ou de consommer de façon excessive des produits laitiers. Yes. Go ahead. We say that we have to use with vitamin D, magnesium, and vitamin B6, and never use calcium. So this is our recommendation. Yes. And I don't know if Dr. Thomas Levy gave a talk to your people. Yeah, on this calcium. I agree. By calcium, yes. Yes, I agree with that. And I believe that calcium is calcium. Too much calcium is pretty important. Yes, of course. Yeah. Je suis tout à fait d'accord avec vous, docteur Barley, ainsi que vous avez certainement suivi dans la conférence du docteur Thomas Levy que il faisait abstraction du calcium, ne recommandait pas l'utilisation, le recours au calcium en même temps que la vitamine D. Donc, c'est proscrit. Donc, on voit s'il y a d'autres questions. Oui, il y en a. Il y en a. L'assistance est très contente de la conférence de ce soir. Merci infiniment, Dr. Chang. Donc, s'il vous plaît, pour les malades qui présentent des gangrènes post-Covid. Pour la traduction. Oui, bien sûr. Merci infiniment, Asia. Pour la booster. booster. Pas fini. À la fin, il faut que je tienne jusqu'au bout. Alors, pour les patients post-Covid. Donc, pour les gangrènes post-Covid, peuvent-ils récupérer après avoir utilisé ce protocole ou un autre protocole, ou c'est impossible? Les gangrènes post-Covid, comment puissent-ils récupérer? Dr. Chang, thank you very much. Your audience is very appreciative and they have a ton of questions. Thank you. To you. If you could read French in the chat, there are some 99 questions. I see. or comments. So they're very happy with your presentation.
Thank you. I hope I'm going to ask the question correctly. Mhm. Some post-COVID patients suffer from gangrene. And if we use your protocol, can they recover from it, or is it something which is? I think they will be able to improve to some degree. And that I want to say, I had a slide talking about this, but I took it off because of the time. What I'm going to say is actually on COVID, the way being, doctors, scientists have been studying these various clinical symptoms of COVID. And they are looking, okay, COVID is a blood clotting disease, COVID is a vascular disease, COVID is a pulmonary disease. Actually, I think they are all missing the forest. Like I said, I believe oxidative stress is the key pathology, and oxidative stress can cause damages to any and all tissues and organs in our body. And therefore, patients can present as central nervous disease or blood vascular disease or kidney disease, lung disease, or even testicular diseases. And it's not surprising. So we don't have to worry about any particular disease. The common issue is the oxidative stress. Because these all processes mostly happen in the blood. Therefore, blood vessel disease is prominent. That's why, because it's the railway, it's the transportation. It takes these oxidants everywhere. And yes, to answer the question, apply antioxidants, the integrated approach with high enough doses early on. Even when gangrene starts, it's not too late. Still use it. You should be able to rescue and save some of the functions. Donc, on peut effectivement, en utilisant le protocole, améliorer dans une certaine mesure le problème de gangrène. Ce n'est pas trop tard, mais c'est dans une certaine mesure. J'avais d'ailleurs une diapo là-dessus, dans laquelle je disais que les médecins, les chercheurs s'étaient penchés sur tous les symptômes de la COVID, et c'est une maladie qui attaque tous les organes du corps. Elle attaque les vaisseaux, elle attaque les poumons, les reins, les testicules. Et donc, et c'est tout à fait normal parce que les toxines transitent par le sang. Et donc, c'est une maladie qui va s'attaquer aux tissus, aux cellules, aux organes d'une façon générale. Et le dénominateur commun dans tout cela, c'est le stress oxydatif. C'est la pathologie essentielle de la COVID-19. Donc, oui, en utilisant l'approche intégrative, on peut, dans une certaine mesure, améliorer les cas de gangrène qui se manifestent chez les patients post-Covid. Merci. Il y a deux personnes qui veulent... Il y a deux personnes qui veulent poser des questions. Est-ce que je leur donne la parole? Oui, oui, bien sûr. Donc, premièrement, Dr Adzabi. Pharmacien d'Agen, bienvenue. Exactement. Bonjour, cher docteur Barli. Vous m'entendez? Oui, oui, bienvenue. Vous nous manquez beaucoup, vraiment. Ça fait vraiment un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Alors, je vous remercie pour vos interventions, vous, Dr Cheng. Alors, ma question est la suivante. Par rapport au protocole dont on avait parlé, est-ce qu'il y a une place des oméga 3 dans ce protocole, surtout par rapport aux maladies neurodégénératives et bien entendu les maladies inflammatoires? Et quel rapport des oméga 3
oméga 6, est-ce qu'il y a un rapport à respecter? C'est-à-dire entre oméga 3 et oméga 6, ça veut dire, est-ce qu'il y a une fraction à respecter entre les oméga 3 et les oméga 6? Et à quel dosage on peut, ça veut dire, incorporer les oméga 3 dans le protocole automoléculaire? Ça, c'est ma première question. Alors, ma deuxième question… Attendez, s'il vous plaît. Ah, d'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut absorber les oméga 3 dans le protocole, hein? Oui. OK. Ben, So quelle est la place de oméga 3 dans le protocole? Voilà. This is a question raised by Dr. Azabi, who is a chemist. He's conveying his gratitude to both Dr. Barley and yourself, Dr. Cheng. Thank you. His first question is about the protocol. He wants to know what is the status of omega-3 in the case of inflammatory diseases or neurodegenerative diseases, and what is how do we handle omega-3 versus omega-6, and can we mainstream omega-3 in the protocol? Yes, This is yes. First question. Okay, let me answer that. Yes, great question. And we have way too much omega-6 in our body these days, and as we all know, and the normal ratio, ideal ratio of omega-6 to omega-3 is supposed to be 1:1 or at most 4:5:1, as we all know. Sorry, Now, 1:1 or? Yeah, basically 1:4 of 1:4? omega-6 Yes. to 1, okay? That should be ideal. That's what we used to eat 10,000 years ago, you know? And now, if you look at literature, the omega-6 to omega-3 is 20 to 50 times of omega-3. So we have way too much omega-6. And I see Dr. Asabi is nodding his head. Yeah, this is a serious problem. And this is the problem of decades of promotion of seed oil, these commercial seed oil, mostly omega-6. We already talked about today, these omega-6 are pro-inflammatory. They make us to be high oxidative stress. Basically, we are all in a chronic inflammatory state, right? And we all have a lot of these double bonds in our body. Dr. Asabin knows better than I do about these double bonds. So waiting for the bomb. So when you have COVID-19 virus or some other things coming in, they rapidly break these double bonds, causing a thunderstorm. And that's what I think is going on right here. So yes, to answer your question, we should significantly avoid and reduce omega-6 oils, and we need to increase omega-3. So I take omega-6 every day, and also is as standard. Sorry. Do we increase which of the omega? Increase omega-3. Reduce omega-6. Avoid vegetable oils. And I recommend more saturated fats, you know, like a beef. That's good for you. Butter. Beef? Yeah, beef. Meats. Saturated fat. Yeah. Saturated fats. We have way too many unsaturated fats in our body, and that is a fundamental problem. Alors, la question du docteur Azabi, elle est très pertinente aux yeux du docteur Cheng. Nous constatons qu'à l'heure actuelle, nous emmagasinons trop d'oméga-6 dans notre corps. Il y a plusieurs années, le ratio, c'était de 1 à 4 de ces oméga-6, et maintenant, on est passé à un rapport de 20 à 50. Et donc, ceci est le résultat de ces publicités à tout va sur les huiles oléagineuses
qui sont et donc qui provoquent cet excès d'oméga-6 dans nos organismes et qui sont cause de maladies inflammatoires. Et en fait, on est tous, autant que nous sommes, dans un état chronique inflammatoire. Et quand la Covid vient frapper à la porte, eh bien, cela provoque ces orages, j'ai oublié le terme. Cytokine. Cytokine. Et donc, moi, ce que je préconise, c'est que l'on réduise notre consommation en oméga 6, qu'on évite au maximum les huiles végétales et qu'on augmente notre consommation d'oméga 3 et arrêter d'être les victimes de ces publicités à tout va sur les graisses non saturées et ne pas hésiter à consommer, par exemple, du bœuf avec des graisses saturées. Des bons steaks. Alors, juicy steaks. I think Dr. Cheng, no, I think Dr. Azabi wanted to have a follow-up question. Go ahead. Allez-y, Dr. Azabi. Alors, déjà, pour la question, pour la réponse, elle est bien comprise. Maintenant, c'est pour le dosage généralement incorporé dans le protocole. Est-ce qu'il y a des oméga à préférer? Par exemple, il y a des oméga, surtout par rapport aux sources d'oméga 3, on sait bien qu'ils sont très, très intoxiqués par les métaux lourds. Est-ce qu'il y a moyen à choisir des oméga 3 par rapport à d'autres et par rapport à leur contenance en EPA et en DHA? Ça veut dire, est-ce qu'il y a une préférence d'avoir un taux d'EPA beaucoup plus élevé que DHA ou bien qu'il soit plus ou moins réparti en doses de 420 à 120. 420 à 120 Voilà, exactement. 420 EPA, 120 mg DHA. Thank you for your answer, Dr. Cheng. Now, I have a question related to the protocol, and I want to talk about dosage. Mm-hmm. In the case of omega-3, you're saying you're advocating omega-3, but on the other hand, we know that there's heavy metals contained in omega-3. So what's about EPA and DHA? Would you advise, for example, a dosage of 420 for EPA and 120 for DHA? That's an excellent question. With respect to omega-3, unfortunately, how to find quality omega-3 supplements is a challenge. And we've all seen reports of saying that some of these omega-3 supplements are oxidized. So if you are taking oxidized omega-3, actually you're hurting yourself rather than helping yourself. Now that's one problem. And of course, talking about heavy metal contamination, that goes into another big territory of toxic environmental pollution issue. And how do I say? Basically, whatever we take in this world will be contaminated, and it's only a matter of how to take less and how to detox. In a simple answer, I don't know how we can answer that question in a short sentence. Yeah, Dr. Azabi, that's a great question. And let me put it this way. There are basically two categories of toxins in my view. One is the water-soluble toxins, and the other is fat-soluble toxins. So like I said, whatever we do, we will have toxins coming in. Now, in general, the water-soluble toxins are more toxic because they exist in water, they can react quickly. Whereas the fat or lipid-soluble toxins are sequestered or they exist in the fats. And they
they don't attack our cells right away. They have to sort of go into the water phase, water, and then react. So they tend to be, the fat-soluble toxins tend to be slower and maybe milder, and of course, long-lasting. Okay, so understanding the general characteristics of these toxins, I have been recommending to go on ketogenic diet, meaning you take more oils, fats as your calorie for many reasons. But one of the reasons is that you can avoid a lot of the water-soluble toxins. By doing that, I have been able to improve many diseases. I think that's one of the reasons. Then we try to help people to remove these lipid-soluble toxins by, I mentioned, the sweating or sauna, and also we can help the liver in liver's so-called two phases detox reactions. Dr. Azabi, I'm pretty sure, knows very well. Phase 1, phase 2 detoxing the liver. We can provide nutrients helping the liver to do that. And that's how our approach to the toxin problem. And of course, heavy metal chelation, that's another territory that we try to use for people with heavy metal intoxication or overload. What do you use for that? Heavy metal chelation. Well, you know, for people with heavy metal depositing their body. Yes, what do you do? Yeah, I mean, we tend to do that. Yes, you know, we all know. What's that? What do you do to those patients who? Oh, you can use, for example, yeah, you can use, for example, EDTA-based chelators. And I'm sure we all know about this TACT trial by NIH, that by using EDTA type of chelators, these are series of IV infusions. On the average, maybe anywhere at least 20 infusions, maybe to 40 infusions. They are able to remove these heavy metals in our body and get rid of them from urine and other routes. And by doing so, the TACT-1 trial showed that we are able to reduce mortality, reduce heart attack incidents by as much as like 50%. So yes, they are our ways to handle with those heavy metals. Okay, let me try and take that question back. Donc, la question du docteur Azabi par rapport aux oméga 3 et la présence de métaux lourds dans les oméga 3. Votre question est excellente. Malheureusement, c'est de plus en plus difficile de trouver des oméga 3 de qualité. Et donc, on s'aperçoit que dans le commerce, les suppléments alimentaires que l'on vous vend sont oxydés. Donc, nous, on pense prendre quelque chose de bon pour l'organisme, mais en fait, on est en train de nous tuer à petit feu. Et puis, quand on parle de présence de métaux lourds, ceci nous renvoie à la question de l'environnement dans lequel nous vivons, où il y a toutes sortes de toxiques qui se promènent dans l'air. Donc, la réponse à cette question de toxicité, ça serait, comme disait le docteur Barly, d'avoir un régime de désintoxication. Ça serait une première réponse, parce qu'il s'agit d'éliminer dans le corps deux catégories de toxines. Il y a des toxines qui sont solubles à l'eau et d'autres qui sont solubles dans les graisses. Et celles qui sont les toxines les plus dangereuses, ce sont celles qui sont solubles à l'eau parce que c'est une réaction beaucoup plus rapide, tandis que les toxines qui sont dans les graisses,
eh bien, les graisses, elles sont en quelque sorte séquestrées dans ces graisses, et donc elles ne peuvent pas attaquer aussi rapidement que les toxines solubles à l'eau les cellules. Et donc, le processus est beaucoup plus doux, beaucoup plus lent, mais il a des effets sur le long terme. Donc, pour lutter contre ça, je recommanderais d'avoir recours au régime keto. J'espère que vous savez ce que c'est, moi je ne sais pas. Apparemment, qui est basé sur les huiles, plus de huile et plus de graisse. Et éviter de consommer des toxines qui soient solubles à l'eau. Pour éliminer les lipides, tout à l'heure, dans le cas d'un patient, je lui disais de faire de l'exercice jusqu'au point de sudation. Je conseille le sauna, le recours au sauna. Et puis, toujours en suivant les préconisations du docteur Barley sur la détox, ça se fait en phase 1 et phase 2. Maintenant, pour éliminer les métaux lourds dans le corps, si j'ai bien compris, le docteur préconise le recours à des chélateurs et des infusions, je ne sais pas si ce sont des infusions de NIH qui donc éliminent ces métaux lourds par les urines. Et cette approche est excellente parce qu'elle réduit de façon considérable la mortalité et réduit les incidents de crise cardiaque de l'ordre de 50%. Fin de la réponse. Merci. Merci. Une autre question. Après rémission et guérison d'un cancer, doit-on maintenir les mêmes doses du protocole orthomoléculaire ou non? Merci. Doit-on maintenir les mêmes doses? Oui, du protocole orthomoléculaire ou non? Dans le cancer. Voilà. Oui. This question is addressing cancer remission. Mm-hmm. Should we maintain the same doses as in your orthomolecular protocol? For cancer remission? Yes. Actually, that's a great question. I didn't touch today. I don't know, do you know the cancer metabolic theory of Dr. Thomas Seyfried? And Dr. Seyfried? Dr. Thomas Seyfried. What is it called? Was it called cancer? Cancer as a metabolic disease. As metabolic disease? Yes. Okay. He published in 2014, and I translated that book into Chinese and published a few years ago. So I believe that Dr. Thomas's cancer metabolic theory explains cancer much better than the genetic mutation theory. And cancer is primarily a disease of the mitochondria. Actually, I want to add, there are so many mechanisms. Mitochondria of the what? Is that in French mitochondria? No, mitochondria? Mitochondria? I don't know. It's merely mitochondria? Yeah, mitochondria. Okay. Yeah. I think, out of all these mechanisms people talk about, the two key ones, one is the oxidative stress we talked about today. And that's a sort of unique universal mechanism. And I think one of the major damages is the mitochondrial energy. It's the, damage. And that's because you see mitochondrial damage and reduction in number in practically every chronic diseases where studies are available, and also in aging, in cancer in particular. And it makes sense because mitochondria is our power source, is our energy source. When we are out of energy, all diseases happen, all things happen. So to answer the question of cancer remission specifically, I believe all the things we said today apply, but also more so. And what I'm saying is that
in the we need to address toxins, we need to address oxidative stress, we need to address nutritional deficiency in cancer remission patients. And sorry, apart from toxin and oxidative stress, what is the third one? Nutritional deficiency. Okay. Yeah, and in particular, I keep all my cancer patients on ketogenic diet. And usually I am more strict on cancer patients with their ketogenic diet than other diseases. Bon, alors dans le cas, dans le cas de rémission du cancer, il faut savoir que le cancer est une maladie métabolique et je crois que la personne qui a le mieux répondu aux questions portant sur le cancer, c'est un ouvrage du docteur Thomas Siegfried, publié en 2014, que le professeur Cheng a trouvé tellement éloquent qu'il l'a traduit en chinois. Il faut savoir que le cancer est une maladie, pardonnez-moi si je me trompe, de la mitochondrie. Et là encore, on retrouve ce dénominateur commun, le stress oxydatif, qui entraîne des dommages de la mitochondrie. Et ça, c'est le cas de toutes les maladies et c'est le cas pour les personnes âgées. Donc, la réponse à cette situation, c'est de prendre en ligne de compte la question des toxines, la question du stress oxydatif et la question des déficiences nutritionnelles. Et donc, pour les patients du docteur Cheng, il les met systématiquement sur le régime kétogénique et il est absolument très strict sur le respect de ce régime. Fin de la réponse. Donc, oui, merci beaucoup. Je pense que I think that we cannot answer all the questions, but maybe we can invite Dr. Richard Cheng to do another conference in the future. Timing, he hopes, and in the timing that Asiya can do it for other conference. Yes, of course. So thank you very much for this conference. Yeah, and you are welcome for other conferences. Please, you can tell me next time your timing and if you can do other conference of your choice in this VIP video group. We are very glad to receive you and to share with you all your knowledge and all what you have to share. And you have here a support team for you. And thank you so much. We are very happy to receive you. And when it will open, we will receive you in Algiers, in Algeria, and we will be, and also in Casablanca, in Morocco, and we will be happy, yes, to receive you. It will be very interesting to share, not only in Zoom, but in presential. Thank you very much. Casablanca, dreamland. Thank you very much. I'd love to. Yeah. Yes. Thank you again for everybody. Yeah. Thank you. Okay. All right. Bye-bye. Donc, merci.